français encore moins, mais dans une autre position aujourd'hui. Pour cette discussion, on a un autre sujet qui est l'intelligence artificielle et la vie privée. On ne va pas faire des présentations, donc ça va être une discussion comme prévu. Donc on a rassemblé quatre experts dans ces sujets, chacun avec un point fort sur une partie, donc soit l'intelligence artificielle, soit plutôt la vie privée, mais toujours avec une idée de l'un ou de l'autre côté. Donc je vais vous présenter les 4 personnes. Donc c'est tout d'abord Mohamed Ben Adou, donc c'est le deuxième de gauche. Il est PDG et cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Montis SA, qui est en Belgique, et c'est des consultants SI. Mohamed lui-même, il tient un doctorat en intelligence artificielle et un master en physique théorique de l'Université libre de Bruxelles. Il est bien spécialisé en intelligence artificielle, en PNL, donc la programmation neurolinguistique, et en sémantique. En parallèle, il travaille en tant qu'expert dans la Commission européenne et chez la FWO, et c'est une fondation de recherche d'utilité publique en Flandre. Le deuxième expert, c'est Romain Agnon, c'est tout à droite. Il est directeur de cybersécurité chez une entreprise moins connue qui s'appelle Deloitte, en France. Donc, en plus, il est professeur à Centrale Supélec. Il a aussi écrit un livre, ça s'appelle La cybersécurité, et c'était publié par Erol. Il tient un doctorat en mathématiques, il est ingénieur arts et métiers, et il a fait ses études à la INSEAD. INSEAD, comment ça se prononce? Je ne sais pas. INSEAD. D'accord. Donc le troisième, c'est Samuel Plantier. Pardon, Plantier. Il n'y a pas de souci. Samuel, il est consultant en protection des données personnelles, actuellement à Londres. Il a exercé déjà comme avocat spécialisé en propriété intellectuelle, en droit du numérique et des données personnelles. Il a fait sa thèse sur le droit du numérique. Ses derniers centres d'attention, c'est l'éthique des données, l'usage de la blockchain avec les exigences du RGPD, donc les réglementations sur les données personnelles, et les derniers développements autour du règlement e-privacy qui va être publié de l'Union européenne et du secteur de l'EdTech. Et la quatrième personne, c'est Thomas Lionel Smé. Oui, donc c'est tout à gauche, c'est le dernier qui reste. Thomas, il a étudié la physique, donc c'est autre chose. Et comme travail de fin d'études, il a fait son mémoire qui portait sur la classification d'extraits de EEG par réseaux neuronaux. Donc il a aussi brièvement travaillé sur le projet June. C'est un réseau neuronal qui est basé sur Java. Et pendant une quinzaine d'années, il était développeur et coordonnateur de release. Et depuis 8 ans, il s'est spécialisé en cybersécurité et surtout sur des aspects liés au développement. Donc, on a, oui, bien évidemment, préparé quelques sujets qu'on veut discuter. Donc, un sujet, c'est l'intelligence artificielle sur le fil de temps. C'est juste une petite introduction sur ce sujet-là. D'où vient ça, quelle évolution elle a été faite sur le fil de temps. Après, on veut discuter du bon fonctionnement des algorithmes. C'est, par exemple, comment vérifier la bienveillance des algorithmes. Font-ils vraiment ce qu'ils doivent? Qu'est-ce qu'on fait quand un algorithme fait une erreur? Peut-on filtrer des données traitées par les algorithmes? Comment on pourrait trier et pourrait faire? Et qui peut le faire, les données? Et comment peut-on assurer la diversité des programmateurs en termes de culture, expérience, valeurs personnelles, etc. Après, c'est la problématique du big data versus les exigences par la RGPD et l'e-privacy. Ça veut dire comment on peut assurer de ne pas avoir des données de caractère personnel qui sont inclus dans le big data et comment on peut s'assurer qu'ils ne sont pas traités d'une façon involue. Quels sont les enjeux dans ce contexte et comment on peut respecter les réglementations.
Ensuite, c'est la cohérence des données de l'intelligence artificielle pour les utilisateurs. Donc, ça veut dire qu'est-ce qu'un algorithme peut tirer déjà à partir des métadonnées, par exemple sur les réseaux sociaux et autres, l'impact sur l'évolution de plus en plus rapide des algorithmes. Donc, c'est la puissance des ordinateurs qu'on va discuter. Les données qui sont collectées, qui collectent, ils sont en règle avec la réglementation. Et comment on peut faire comprendre aux utilisateurs, aux gens de réfléchir qu'est-ce qu'il faut publier, qu'est-ce qu'il faut plutôt pas. Et le dernier sujet va être comment on peut se protéger contre les risques qui sont issus de ça. Donc, y a-t-il des solutions automatisées manuellement, des sujets comme une machine fait-elle vraiment moins d'erreurs, etc. et qui est responsable. Donc maintenant, je vais passer le mot au panel. Et oui, comme j'avais annoncé, il faut commencer par l'intelligence artificielle sur le fil de temps. Donc j'ai vite préparé un petit peu. Je pense que c'est important qu'on sache d'où on vient pour savoir souvent où on va. Les premières versions où on veut parler, c'était des automates. Hein. Les gens s'amusaient à faire des petits automates il y a très très longtemps. Et déjà au 12e, 13e siècle, il y avait des gens qui essayaient de voir comment est-ce qu'on pouvait avoir une certaine logique pour essayer de produire d'autres savoirs. Évidemment, arrive le problème du formalisme mathématique. Hein. On se retrouve avec Leibniz, entre autres, et Descartes, qui se posent comment formaliser certains problèmes. Hein. Le problème tout simple, c'est tiens, est-ce qu'une baleine est un poisson ou pas? Qu'est-ce qui permet de déterminer? Et comment est-ce que mathématiquement on va pouvoir déterminer ça, avoir un graphe qui permet de prendre les décisions? Si on parle d'informatique et qu'on ne parle pas d'Alan Turing, on ne parle pas d'informatique. Donc Alan Turing avait parlé à un moment donné que pour voir si quelque chose était intelligent, eh bien, c'est que l'on puisse faire une conversation téléphonique avec cet être sans pouvoir distinguer si c'était ou non un être intelligent. De manière très amusante, quand Google a voulu présenter un de ses nouveaux produits, il a regardé si le système pouvait faire un appel pour commander une pizza, sans que la personne se rende compte que l'outil qui commandait la pizza était un ordinateur. Donc c'est toujours pour la petite anecdote. Le véritable départ, c'est en 1956. Il y a une conférence, plutôt des vacances d'été pour un certain nombre de têtes pensantes. Hein. Parmi elles, entre autres, Marvin Minsky, pour ceux qui connaissent, qui était un des grands pères fondateurs de tout ce qui est intelligence artificielle. Et ils ont passé quelques semaines à faire du brainstorming. Et ces gens-là ont vraiment mis les fondements pendant les 20 années qui suivent. On a à ce moment-là beaucoup d'argent et on fait des choses qui ont l'air très, très intelligentes, très impressionnantes. Et dans les années 70, milieu des années 70, l'argent s'arrête d'arriver parce que ça n'apporte pas les choses intéressantes. Une des premières choses que l'on a, c'est le manque de puissance de calcul. La deuxième chose, c'est le fait qu'on se rend compte, on montre mathématiquement que plus on a d'input, plus le problème devient complexe de manière exponentielle. Donc, on essaie de rajouter de l'information pour que le système puisse prendre la décision, mais le problème devient exponentiel. On a besoin d'apporter énormément d'informations. Pensez à un enfant, un bébé qui commence à se former, hein, on est tous passés par là. Il capture pendant les premières années de sa vie énormément d'informations, ce que l'on ne savait pas faire à l'époque. Finalement, il y a ce qu'on appelle le paradoxe de Moravec, c'est-à-dire que des choses qui paraissent excessivement simples pour nous sont excessivement complexes pour un ordinateur. Et inversement, certaines choses qui nous paraissent impossibles, eh bien, ils trouvent, parfois, dans certains cas, la solution alors qu'on n'avait pas vu. Finalement, un des autres problèmes, c'est qu'au niveau de la logique, quand on essaie de formaliser, chaque fois que l'on a on a mis en place une logique mathématique, donc un formalisme mathématique, on se rend compte que quand le problème évolue, on va devoir rajouter des éléments à la logique. Alors, est-ce que c'est le théorème de Gödel qui vient repointer le bout de son nez ou autre chose? Je vous laisse deviner. Mais donc, fin des années 68, c'est aussi HAL 9000, le fameux ordinateur de 2001 Odyssée de l'espace, qui choisit de respecter la consigne et qui finalement sacrifie tout le monde. Dans les années 90, on a les systèmes experts qui apparaissent et avec différents éléments. De nouveau, donc, Marvin Minsky dit qu'il faut créer une base de données de sens commun. Hein, donc, quand on voit un objet rond, on ne sait pas ce que c'est, mais trouver que c'est une pomme ou une orange, arriver à le faire rapidement. Arrive aussi dans les années 1982, Hopfield propose ces réseaux neuronaux qui résolvent des problèmes de OCR, donc de Optical Character Recognition, qui ont une grande valeur ajoutée pour l'époque et pour lesquels on parvient.
Après, je ne vais pas aller... de fin des années 80, il y a ce qu'on appelle un deuxième hiver, c'est-à-dire que dans les années 74, quand le funding s'arrête, ben, tout d'un coup, on a tout au frigo pendant un bon bout de temps. Et donc, on a appelé ça l'hiver de l'intelligence artificielle. Et fin des années 80, même chose, entre autres parce que ben, il y avait des problèmes budgétaires et que donc les gens voulaient des résultats à plus court terme. Okay. Et on se retrouve fin des années 90 avec de nouveau des choses qui réapparaissent et Deep Blue qui bat Kasparov. Hein, dans les milestones, pour ceux qui étaient... Là, c'était vraiment la première fois. Et puis maintenant, il y a le jeu de Go qui semblait être plus complexe et qui est, apparemment, donc, le joueur a été battu et on trouve des choses. Après ça, il y a des mots de vocabulaire ou autres qu'on peut spécifier, mais je pense que c'était juste faire un petit topo. Vous verrez, enfin voilà. Oui, très bien, merci. Donc, oui, prochaine discussion que je propose, c'est oui, comment on peut s'assurer du bon fonctionnement des algorithmes. Donc, qui a quelque chose à dire là-dessus? Je veux commencer. Oui, moi je commencerai aussi un petit peu. C'est l'historique que vous avez mentionné, elle est très précis. Et je commencerai un peu de manière un peu plus générale par essayer de définir c'est quoi l'intelligence artificielle. Donc, moi je dirais le domaine, il est hyper large, il est très 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 large, il y a beaucoup de disciplines dedans. Et, déjà quand j'ai commencé mes études dans ce domaine-là, il fallait choisir très très précisément ce qu'on va faire parce qu'il y avait beaucoup d'approches très différentes. C'était un domaine qui a toujours été multidisciplinaire, ça veut dire chaque discipline de la science avait sa propre vision de comment appliquer l'intelligence artificielle et quelle approche faire dans ce domaine, ce qui provoque parfois aussi certains débats sur les approches, sur c'est quoi l'intelligence, est-ce qu'on approche par une telle manière, on irait l'intelligence ou pas. Mais de manière générale aussi, on arrive à se poser la question aussi, c'est quoi l'intelligence et que devrait être le but d'une discipline qui s'appelle intelligence artificielle. Donc, vu que l'intelligence est dans la définition du domaine, donc la poursuite d'une machine intelligente semble être un but. Encore, il faut définir l'intelligence, comme j'ai dit, et on se retrouve dans deux cas où on dit il y a une définition d'intelligence au sens faible et une autre définition au sens fort. Au sens faible, c'est une simulation d'intelligence, c'est-à-dire on a l'impression que le système est intelligent, et au sens fort, c'est une vraie intelligence. À la limite, on lui donnerait un statut d'existence équivalent au nôtre. Donc là, aujourd'hui, le deuxième sens, c'est encore loin, et on parle vraiment du premier sens. Et je dirais que l'intelligence artificielle, c'est la science qui a comme objectif de créer des machines qui ont deux caractéristiques au moins. Ils doivent être autonomes et qu'ils doivent apprendre au lieu d'être programmés. Et cet apprentissage se fait via les données, d'où la problématique de la data privacy aussi. Et jusqu'à maintenant, les machines avaient toujours besoin de beaucoup de données pour apprendre. C'est la raison pour laquelle des entreprises comme Google, Facebook ou autres ramassent beaucoup de données sur les utilisateurs. Et ça leur permet derrière d'alimenter leur algorithme et de créer des intelligences de plus en plus puissantes, moi je dirais. Avec AlphaGo 0, on a passé à une autre étape pour laquelle une intelligence artificielle n'avait besoin d'aucune donnée pour dépasser les humains et encore plus rapidement qu'avant. Donc c'est toute la puissance en fait de la structure et d'algorithmes derrière, parce que là on est passé d'algorithmes qui apprennent sur les données à une sorte de simulation de cerveau basée sur le réseau de neurones qui eux-mêmes, et aussi d'autres technologies, hein, parce qu'il y a les réseaux de neurones, mais il y a aussi toute la théorie, ce qu'on appelle d'apprentissage, c'est comment les gens apprennent. Et quand on sait comment nous on apprend, typiquement on fait quelque chose, on voit que si c'est correct ou pas, si on avait raison. Si c'est faux, on voit quelle est notre erreur et on la corrige.
Donc avec AlphaGo Zero, c'était juste cette approche-là qui a permis en 3 jours à un ordinateur de battre les meilleurs humains. Donc imaginez, pendant que nous on dormait, ces ordinateurs étaient en train de se perfectionner, ils n'avaient pas besoin de dormir, et en 3 jours étaient meilleurs que nous, dans un domaine spécifique. Et c'est ça la limitation aujourd'hui de l'intelligence artificielle. C'est toujours dans un domaine spécifique, c'est toujours derrière avec beaucoup d'ingénieurs, donc il n'y a pas de peur à avoir par rapport à ces technologies, parce que derrière la machine, il y a des centaines d'ingénieurs qui sont en train de fignoler, de tweaker, de gérer les ordinateurs derrière. Mais ça, c'est gérer maintenant, c'est comme ça, mais peut-être sûrement dans 20 ans, ce sera beaucoup moins le cas. Mais l'intelligence artificielle progresse dans cette direction, et c'est quelque chose qui ne doit pas nous faire peur spécifiquement, spécialement parce que c'est une intelligence artificielle, mais ça va pendant longtemps, ça va être un outil, et sa dangerosité dépend de celui qui utilise cet outil-là. Et on peut imaginer s'il y a des gens dangereux qui utilisent l'intelligence artificielle à des fins, je dirais, pas bienveillantes, il y a d'autres qui utilisent d'autres intelligences artificielles à d'autres fins. Moi, j'ai tendance à voir l'IA comme un autre outil à notre disposition, peut-être un peu plus fort qu'une bombe nucléaire, mais c'est un outil comme d'autres. Je vais m'inscrire dans ce que vient de dire mon collègue, et on peut repartir des définitions. En fait, la thématique de la conférence, c'est la sécurité et puis l'intelligence artificielle. Et avant de se précipiter dans le comment, on pourrait définir ce que c'est le quoi, qu'est-ce que c'est que l'intelligence, qu'est-ce que c'est qu'une intelligence artificielle. Alors une intelligence artificielle, ce que j'ai lu à droite à gauche, c'est le comportement, plutôt la simulation d'un comportement humain. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Qu'est-ce que vous verrez comme définition? Vous verrez connaître, comprendre, s'adapter. Et en fait, ça va ensemble. Connaître, ça s'appuie sur tout un jeu d'informations. Comprendre, c'est la faculté d'analyse, donc c'est ce que tu disais, Thomas, hein, la machine de Turing, etc. Et s'adapter, c'est le contexte. Et on se retrouve, je suis mathématicien, et on se retrouve assez facilement dans ce que l'on appelle des systèmes complexes. Les systèmes complexes, ce sont des systèmes, on a un mal de chien à les modéliser, donc si vous arrivez à modéliser le comportement humain, c'est que vous êtes très doué. Et surtout, on a beaucoup de mal à prédire leur comportement, ce qui fait probablement toute la beauté de l'intelligence artificielle, parce que face à un même jeu de données, vous faites varier 1 ou 2 entrées sur le contexte et ils prendront des décisions radicalement différentes. Les machines prendront des décisions radicalement différentes. Le deuxième point de la conférence, c'est la sécurité. Alors, on va revenir à des définitions de base, parce que sinon, on est parti pour 5 jours de conférence. Confidentialité, intégrité, disponibilité, ça vous parle. Le triptyque CIA. Et du coup, en intelligence artificielle, il y en a 2 qui viennent assez rapidement, qui sont rapidement à prendre en compte. Alors, la problématique de la confidentialité, c'est ce que tu viens d'aborder, c'est-à-dire que pour faire de l'intelligence artificielle, il faut avoir des corpus de données, des sets d'informations qui sont monumentaux. Donc ça peut être en médecine, ça peut être la circulation, ça peut être l'économie, ça peut être la météo par exemple. Et un des enjeux en termes de confidentialité, c'est, on parle toujours des GAFA, mais on n'a pas besoin des GAFA. En France, il y a aussi des tas d'entreprises qui collectent vos informations. Je pense à la Poste Courrier. Et il y a un décret qui est passé il n'y a pas très longtemps qui empêche justement la Poste de revendre les informations au ministère, par exemple les impôts, pour savoir si vous avez une piscine ou pas dans votre jardin pour que vous payiez la taxe concernant la piscine. Donc on se focalise sur les GAFA parce que c'est gros, il y a un côté facile, c'est américain en plus, mais en France on ne fait pas mieux. Donc la problématique de la confidentialité, qu'est-ce qu'on fait de ces informations ? Et surtout, pour l'intelligence artificielle, il y aura la problématique de l'intégrité, parce que l'intelligence artificielle, ça s'appuie, comme on l'a dit tout à l'heure, sur un ensemble de données, et n'importe quel étudiant qui fait une thèse de doctorat, son obsession, c'est avoir un corpus de données qui tient la route.
À la conférence précédente, il y avait Anne qui avait dit on a programmé des algorithmes sur la base de corpus de données qui étaient complètement biaisés parce qu'on avait pris une population blanche éduquée et on avait étendu en fait l'algorithme sur l'ensemble de la population et on savait d'emblée que cette population qui nous avait servi de modèle, un modèle c'est une simplification, c'était pas du tout la même, elle n'était pas du tout représentative de l'ensemble de la population. Ce qui fait que du coup, les moteurs d'intelligence artificielle peuvent prendre des décisions qui sont complètement fausses. Je ne sais pas si vous jouez aux échecs, mais les jeux d'échecs, je ne sais pas, Chessmate, etc., s'appuient en fait sur des corpus de parties d'échecs, et généralement des parties d'échecs qui ont été jouées par des champions, sauf que les champions, eux, ils ne jouent pas comme les débutants. Donc si vous voulez battre un jeu d'échecs alors que vous êtes débutant, c'est mon fils qui m'a donné le truc, il a 11 ans, vous défoncez le jeu d'échecs. Et en fait, le jeu d'échecs est incapable de retrouver des parties jouées par des grands champions qui ressemblent à ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Et le jeu d'échecs, il est obligé de calculer, et ils n'aiment pas ça. Et du coup, vous pouvez le battre parce qu'il est complètement perdu dans les calculs. Le même problème se pose dans la médecine. Quand vous faites des études en médecine, c'est sur la base d'une population qui est toujours segmentée. Ça peut être, c'est ce qui nous fait rire quand on suit des thèses, par exemple, les cobayes qui servent pour les corpus, généralement, ce sont des étudiants et ils ne sont pas représentatifs de l'ensemble de la population. Donc ça, vous voyez, tout ça, ce sont autant de problématiques concernant l'intelligence artificielle. Après, je laisserai la parole à Samuel parce qu'il est juriste et lui pourra poursuivre justement la problématique de la confidentialité des données. En ce qui concerne la sécurité à proprement parler, l'intelligence artificielle, ce n'est pas une technique, c'est en fait une discipline. C'est plus un concept qu'autre chose. Simuler l'intelligence humaine, on va devoir s'appuyer sur des actifs, des algorithmes, des logiciels, des machines qui sont déjà connues et qui font déjà l'objet de beaucoup de mesures de sécurité. Du moins, c'est ce qu'on fait à longueur de journée et j'ose espérer que c'est ce qu'on enseigne aussi. Ces machines, ces algorithmes sont connus. En revanche, en ce qui concerne la sécurité de ces algorithmes et de ces logiciels, là, effectivement, on a beaucoup de soucis à se faire. Les chiffres qui traînent, donc il y a les études du Gartner, de Forrester, il y a les études qu'on fait chez Deloitte. Une entreprise met 200 jours avant de se rendre compte qu'elle a été attaquée. C'est énorme, 200 jours. Et elle met 70 jours en moyenne pour se remettre complètement d'un incident de sécurité. Donc, toutes les problématiques qu'on a à l'heure actuelle pour les actifs c'est les logiciels, les serveurs, les bases de données, etc., se retrouvent en fait dans l'intelligence artificielle. Samuel, c'est toi l'expert, c'est toi notre juriste, notre docteur en droit. Bonjour à tous, merci. Effectivement, ça fait beaucoup de sujets sur lesquels rebondir. Déjà, j'aimerais un peu replacer le débat quand on parle d'intelligence artificielle et de vie privée. De quoi on parle? Intelligence artificielle, bon, c'est pas Terminator. On est plus aujourd'hui face à des systèmes automatisés de décision qui sont très très bons dans un seul domaine, qui sont extrêmement pointus, mais on n'a pas d'intelligence artificielle générale, comme vous décriviez. Quand on parle de vie privée, de quoi on parle? On parle du RGPD, on parle de droits humains, on parle de la protection que vous pouvez attendre en tant que citoyen face à l'ingérence privée ou publique dans votre vie. Quand on pose ces questions-là dans le cadre de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on obtient? On a véritablement deux aspects dans la vie privée et l'intelligence artificielle. La première, c'est que, ça a été dit, c'est que pour former un système d'intelligence artificielle, un système de décision automatique, on a besoin de beaucoup de données, beaucoup de data. C'est le big data. Il faut collecter le maximum de données possibles pour pouvoir faire du machine learning, pour pouvoir entraîner les algorithmes, pour avoir de la donnée qui puisse former les réseaux de neurones. Et un autre aspect de la vie privée qu'on a, c'est on va avoir un système qui va prendre une décision sans intervention humaine et qui va prendre une décision qui va être potentiellement invasive pour la vie privée des individus. Donc ça va être, je ne sais pas, par exemple, un système de reconnaissance faciale dans la rue qui va déterminer que telle ou telle personne est plus ou moins suspecte, ou un système qui va déterminer si vous pouvez avoir une assurance, si vous pouvez avoir un crédit.
basés sur des critères qui sont plus ou moins obscurs, qu'on peut plus ou moins voir. Mais voici à peu près les deux domaines dans lesquels on évolue quand on parle de vie privée et d'intelligence artificielle. Pour le premier domaine, tout ce qui est en big data, le RGPD tente plus ou moins de régler la question en mettant des conditions un peu plus strictes pour entraîner les algorithmes, pour collecter les données et pour utiliser ces données dans certains buts ou non. Mais bon, ça reste relativement limité puisque en réalité, le RGPD n'a pas vraiment mis à plat les GAFA, les grandes entreprises américaines ou même les entreprises européennes. Vous avez tout à fait raison, Romain, sur ce point-là. Les plus larges, les compagnies américaines les plus grandes ont effectivement beaucoup de données à leur disposition, mais d'autres entreprises collectent aussi beaucoup de données, parce qu'aujourd'hui, grâce au numérique, on collecte de toute façon beaucoup de données. C'est indéniable. Mais grâce au RGPD, on a quelques garde-fous qui permettent de limiter un peu la réutilisation des données ou de le faire qu'avec le consentement ou de ne pas utiliser les données dans n'importe quel but ou pour un but complètement différent par rapport à celui pour lequel les données ont été collectées. Mais ça reste limité. Déjà parce que la plupart des gens n'ont pas conscience déjà des données qu'ils laissent, qu'ils disséminent au fur et à mesure de leur utilisation de certains services en ligne. Ils n'ont pas du tout conscience de ça et ils ont encore moins conscience de ce à quoi ces données peuvent servir, à quoi ces données peuvent être utilisées quand elles sont envoyées vers certains réseaux de neurones. Donc ça déjà c'est sur la collecte, on a quelques avancées, mais on n'est pas encore là. Sur le deuxième point, sur ce qui sort des algorithmes, on a un peu plus d'outils et en même temps on est un peu démunis. C'est-à-dire que dans le RGPD, vous avez notamment une disposition qui dit que vous pouvez vous opposer à une décision automatique et vous avez le droit d'être informé quand il y a une décision automatisée qui est faite sans intervention humaine et que vous pouvez avoir une idée des critères qui entrent en ligne de compte pour prendre cette décision. Mais un des problèmes qu'on a, notamment en intelligence artificielle aujourd'hui, c'est que les systèmes deviennent tellement complexes que même les développeurs en intelligence artificielle ne sont pas véritablement capables de savoir ce qui se passe. Les réseaux de neurones sont tellement complexes, l'ensemble des données qui est nourri dans un réseau de neurones est tellement vaste et il se passe tellement de choses, tellement de layers, de couches de neurones interviennent qu'au bout d'un moment, ce qu'il sort d'un système, on ne sait pas véritablement quels paramètres vont entrer en ligne de compte. Et j'en reviendrai un peu plus tard, on abordera le système des biais, des préjugés, etc. Et du coup, on ne sait pas véritablement comment la décision est prise. Donc, donner les critères, oui, mais qu'est-ce qu'on en fait? À quoi ça sert? Est-ce que ça sert véritablement à quelque chose en tant qu'individu, en tant que sujet de traitement, ce qu'on appelle ce qui est l'individu sujet du traitement dans le RGPD, celui qui fait l'objet de la décision. Est-ce que ça sert véritablement à quelque chose de comprendre comment la décision est prise? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux plutôt savoir que l'ensemble des garde-fous ont été mis en place, qu'à tel moment, telle personne a été impliquée pour prendre la décision, que le système a été revu avec différents paramètres par des gens par des juristes, par des développeurs, par des philosophes, je ne sais pas quelle personne pourrait intervenir, mais par les personnes qui ont véritablement la compétence de vérifier qu'un algorithme, qu'une décision automatisée est fiable. C'est un peu, il y a une analogie pour ça, par exemple, c'est quand vous prenez l'avion, si vous voulez voler évidemment en sécurité, vous en avez un peu rien à faire d'avoir le plan de l'avion et du moteur, parce que vous n'allez pas être en mesure de pouvoir le voir. Ce que vous voulez, c'est que quelqu'un qui soit certifié, qui ait les compétences, vous donne une garantie que l'avion peut voler. C'est un peu la même chose avec les systèmes d'intelligence artificielle. Savoir comment un système un système de décision automatisé fonctionne ne vous aide pas véritablement. Ce que vous voulez, c'est avoir la certitude qu'il a été revu proprement. Et donc, en intelligence artificielle et en vie privée, on a notamment cette problématique de fiabilité des décisions. Parce que, qu'on le veuille ou non,
Dans notre société a beaucoup de préjugés. On a beaucoup de décisions biaisées. Toutes les données qu'on va nourrir dans un algorithme vont l'être, historiquement. Et c'est très difficile de filtrer ces données aujourd'hui. Il est très difficile de filtrer ces données parce que même les paramètres les plus évidents qu'on peut enlever, mais certains autres paramètres vont également agir en tant que proxy d'autres discriminations. Un exemple sur ça, par exemple, qui a été assez marquant, c'est le logiciel de pré-screening de CV d'Amazon. Ce logiciel, ce système d'automatisation automatisé, filtrait les CV en amont pour les RH, pour le recrutement. Et puis, au bout de quelques temps, ils se sont aperçus que le système excluait tous les CV des femmes. Pourquoi ? Parce que les femmes avaient plus tendance à avoir des trous dans leur CV à cause de maternité ou autre chose. Et du coup, le système considérait uniquement les CV des hommes comme potentiels bons candidats. Et donc, évidemment, au bout de quelques jours, ils ont retiré le système. Mais pour autant, il n'y avait pas de discrimination sur le genre dans l'algorithme, mais l'algorithme a déterminé tout seul, à partir d'autres données, la validité de CV ou non. Et c'est ça le danger qu'on a avec l'intelligence artificielle, et il y a beaucoup d'exemples. Il y a vraiment beaucoup d'exemples dans ce domaine-là. Et un des autres problèmes qu'on a, c'est que de plus en plus d'entreprises, aujourd'hui, offrent des systèmes clés en main d'intelligence artificielle, donc des logiciels de recrutement, des logiciels de gestion de flotte de transport, par exemple. Quand vous êtes une entreprise de transport, de camions, etc., des logiciels de gestion de transport, des logiciels de performance d'employés, ou ce genre de système qui arrive de plus en plus sur le marché et qui vous dit oui, mon système il permet de voir, il n'est pas biaisé, il permet de voir comment vos employés travaillent bien, ceux qui ont des problèmes de productivité, etc. Et des entreprises vont souscrire à ces services, vont faire appel à ces services de bonne foi. Et puis, au bout d'un moment, certains scandales vont éclater on va s'apercevoir que le système était biaisé. Il y a une phrase que j'avais beaucoup aimée dans un article sur le sujet, c'est que les biais en intelligence artificielle vont être la nouvelle fuite de données. Les scandales d'aujourd'hui qu'on a sur les fuites de données massives, de millions de données qui sont en ligne, dans quelques années, ce sera les scandales d'un système à discriminer des millions de gens pendant 5 ans. Je pense qu'une des choses qu'il faut vraiment se rendre compte, c'est ça fait des siècles que les femmes sont discriminées et il n'y a personne qui a levé le petit doigt jusqu'à pas tellement longtemps. Et puis maintenant, il y a un système qui annonce qu'il y a un biais dedans. On se rend compte, et là, ça fait scandale. Et donc, je crois qu'il y a vraiment une notion importante de dire quel est le niveau d'acceptabilité qui va se poser au niveau de la société. Je veux dire, on a discuté en préparation, c'est une voiture qui écrase un petit vieux, c'est pas bien, mais au Japon, si la personne n'était pas sur le passage aux piétons, les gens ont l'air d'accepter plus facilement. Je ne juge pas quoi que ce soit. Et donc, la notion, ça va être qu'est-ce que c'est le niveau d'acceptabilité d'une décision qui est prise automatiquement. Et c'est pas très compliqué, hein, mais il faut un moment qu'on se dise, voilà, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter qui soit pris en automatique avec un taux d'erreur, et est-ce que la société est bien consciente qu'il y a une décision qui est prise automatiquement. Après, nous créons la société que l'on veut pour demain, hein, donc c'est pas tout noir, tout blanc, ou c'est pas le grand méchant loup, quoi que ce soit, nous pouvons mettre en place ce qu'il faut pour que ces décisions automatiques soient, ou pas, acceptées dans notre société. Thomas, pour poursuivre ce que tu dis, je sais que mon point de vue n'est pas partagé par tout le monde, mais globalement, j'ai assez confiance dans ce qui va se passer, sur ce qui va se passer dans l'avenir. On est face à deux systèmes de décision qui sont radicalement opposés. On a les systèmes humains de décision, qui sont des décisions collectives, généralement sur la base d'émotions. Par exemple, un médecin qui voit un patient souffrir énormément, normalement, le médecin est formé pour le faire vivre, et à un moment... peut-être l'accompagner à partir tranquillement. Une machine, c'est une décision qui est individuelle et c'est une décision sur la base de données froides. Donc, il y a un moment ou un autre, pour reprendre ce que vous avez dit, en fait, il y aura un système d'équilibre. Si on voit qu'un algorithme prend des décisions qui sont complètement absurdes, il y a un moment ou un autre, il y aura une intervention humaine. Par exemple, tu parlais du système de screening d'Amazon. Comment ça se fait qu'on n'a que des employés hommes, il n'y a pas une seule femme? Qu'est-ce que c'est que cette absurdité ?
Et puis on a eu d'autres scandales comme ça, je sais pas, Cambridge Analytica, comment ça se fait que nos données personnelles sont utilisées à des fins politiques, qu'est-ce que c'est que ce truc, etc. etc. D'une manière générale, vous avez les régulateurs, vous avez les États, vous avez les mécanismes d'accréditation qui font qu'à un moment ou un autre, on aura des règles parce que les règles ont été mises en place à cause d'abus. Enfin, c'est toi le juriste, mais le légal a souvent un temps de retard sur l'économique, mais quand on voit qu'il y a un abus à un moment ou un autre, il y a une régulation. Et puis après, il y a le marché. Si une entreprise a une mauvaise réputation parce qu'elle utilise des algorithmes à mauvais escient, en plus qui prennent des décisions complètement absurdes, je donne pas cher de la peau de cette entreprise sur le moyen terme. Il y a un moment ou un autre, les clients vont dire « moi j'arrête de travailler avec eux » ou « j'arrête de leur acheter. » Dans un système démocratique. Dans un système démocratique. Dans un système démocratique, certes. Point de suspension. Après, on peut poser la question de savoir ce que c'est que la démocratie. Parce qu'en France, on est des grands donneurs de leçons, mais il ne faut pas toujours regarder ce qu'on fait. Non, d'accord, mais je veux dire, la Chine est en train de mettre en place un système où il y aura des décisions automatiques et je veux dire, les gens n'auront pas l'occasion de dire quoi que ce soit. Pour moi, c'est pas pire que la banque qui t'accorde pas un crédit parce que tu es trop vieux ou trop ceci ou pas assez cela. Donc ça doit être un système démocratique, l'économique l'emportera toujours sur le politique à ce niveau-là. Et les algorithmes existent déjà, les algorithmes sont déjà mis en place dans pas mal de situations. La manière, par exemple, dont on accorde les crédits, ça a été dénoncé par pas mal de gouvernements. Oui, il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre. Ces systèmes sont de plus en plus fins, en fait. C'est un peu. J'aimerais rebondir sur ça. Vous avez notamment indiqué que les abus vont conduire à plus de régulation, et c'est vrai, mais malheureusement, ce qu'on ne voit, c'est que c'est seulement les problèmes les plus graves. C'est-à-dire les problèmes de discrimination qui sont absolument évidents, comme le cas d'Amazon est assez bien résumé. Mais Cambridge Analytica, par exemple. Qui aurait dit il y a 10 ans qu'à partir de 10 likes, vous pouvez dresser le profil politique d'un utilisateur. C'est quand même... on s'est aperçu du scandale bien après quand même. Et c'est vraiment le problème de l'intelligence artificielle, de l'éthique de l'intelligence artificielle, et comment revoir et comment s'assurer que le système donne des indications qui sont fiables, c'est qu'au bout d'un moment, on ne s'aperçoit pas forcément qu'une décision est biaisée. C'est-à-dire qu'on ne s'aperçoit pas forcément des paramètres qui entrent en compte, et quand de plus en plus de paramètres, quand en plus on a énormément de paramètres qui entrent en compte, au bout d'un moment, l'utilisateur, on le connaît aussi, c'est je m'en remets à la machine. Et au bout d'un moment, quand c'est absolument pas du tout évident qu'il y a un problème de discrimination, il n'y a pas forcément de raison d'aller chercher. Et pourquoi on l'accepte moins bien d'une machine que d'un humain, c'est un très bon débat, parce qu'effectivement, c'est un point très intéressant. Peut-être que la société considère qu'au moins les décisions humaines, on peut essayer de les comprendre et de les corriger. Un algorithme, un algorithme est peut-être beaucoup plus opaque et beaucoup plus opaque à la correction. C'est peut-être le problème, et c'est pour ça que je pense que la régulation dans les prochaines années va vraiment se focaliser à non seulement ne plus avoir que des développeurs hommes blancs hétéros dans des grandes entreprises en Californie, mais essayer d'avoir un peu plus de diversité et aussi d'autres inputs, d'autres idées en termes de comment revoir les algorithmes et quels paramètres y voir, comment corriger les données, comment filtrer les données, comment prendre en compte beaucoup plus de situations, et un peu en termes de gouvernance, comment revoir, comment corriger les algorithmes, comment faire en sorte que ça fonctionne sur du long terme. Oui, je reviens à l'idée que c'est des outils et derrière il y a des humains. Et donc ce que vous dites là va être possible après. C'est que à la fin,
La question, c'est quelle société on veut et quel rôle cette intelligence artificielle va jouer dans cette société. Et n'oublions pas que c'est toujours, la société est toujours une question d'humains qui vivent ensemble et qui interagissent avec des forces qui impactent la manière dont ils vivent. Et aujourd'hui, l'une de ces forces qui impactent, c'est l'intelligence artificielle. Et donc, il y aura toujours une dynamique dans laquelle on arrivera à avoir une situation où soit on se met d'accord sur des choses, comment ça fonctionne, soit on accepte, soit on n'accepte pas, et comment on accepte. Et il y a aussi la dynamique du marché qui va faire, est-ce que telle et telle approche vont avoir l'acceptation des gens et un peu, quelque part, gagner, en espérant que le marché, qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle market failure, un marché qui quelque part, sans qu'on comprenne, part dans une direction. Et quand ça arrive très vite. C'est-à-dire quand le marché échoue et qu'il y a une crise, c'est tout de suite on le voit. Et en espérant qu'il n'y a pas ça, à la fin, je dirais, il y aura un impact sur la vie privée qu'on va accepter. Il y aura une manière de vivre entre des humains dans la société qui a intégré ça jusqu'à l'acceptation que les gens ont voulu faire de l'intelligence artificielle. Donc si on imagine que demain, il y a des robots qui vont prendre les jobs, c'est un scénario que tout le monde met en avant, mais qu'allons-nous faire de tous ces gens qui vont être dehors sans travail? Donc on peut imaginer que telle situation n'arrivera pas comme ça de toute manière, parce que finalement c'est une société qu'on construit ensemble, et la société ne se fera pas sans les humains. C'est une société d'humains de toute manière. Et donc à un certain moment, on arrivera à avoir un mode de vie dans lequel on a intégré tout ça, et que globalement, la majorité des gens sont satisfaits de comment ça se passe, et on n'aura pas de scénario catastrophe, sauf dans des cas qui peuvent être catastrophiques, mais moi je dirais qui peuvent arriver, mais très peu probables. C'est très hollywoodien, ça. Oui, je crois que c'est une guerre peur. déclenchée par les ordinateurs. Je pense qu'il y a aussi une question qu'on doit se poser au niveau de l'utilisation de l'intelligence artificielle et des big data et de la confidentialité, donc dans le cadre du RGPD, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va créer des algorithmes qui vont capturer des informations, qu'on va alimenter avec des informations. Super. Et puis à un moment donné, on se rend compte qu'il y a un biais dans l'algorithme ou que l'algorithme est capable de différencier certaines choses. Je vais prendre bêtement, simplement, vous mettez dans le système que le parcours de quelqu'un, vous êtes votre employé, donc il est marié, puis il est remarié, puis il est remarié, les gens ont décidé d'eux, ou se sont mis en ménage, il ne faut même pas se marier, et tout d'un coup, il s'est marié avec un homme, donc vous êtes hétéro, et puis vous apparaissez comme étant homo. Or, le RGPD vous demande de, comment dirais-je, vous devez absolument protéger les préférences sexuelles des gens. Or, l'information est là. Donc, une des questions qui va se poser avec ces captures. Alors, ici, c'est un truc tout bête, on peut mettre en place. La question va être, dans quelques temps, rien qu'en prenant des photos des gens et en voyant comment elles évoluent, vous pouvez déterminer certaines pathologies. Mais aujourd'hui, on n'est pas capable de dire que, tiens, on prend 3 photos et en fait, tu as du diabète, tu ne sais pas. Ou, tiens, tu as tel défaut génétique. Et donc, à un moment donné, on va aussi devoir se poser la question avec ces systèmes, c'est que fait-on? Parce qu'on a capturé une information à un moment donné qui permettait de déterminer que. On a trouvé que ça permettait de trouver quelque chose qu'on ne voulait pas connaître, éthiquement, on ne voulait pas prendre. Donc là, on a fait tout notre boulot, sauf qu'on a 5 ans, 10 ans, 20 ans d'informations qui sont là et qui ont été stockées. Ou des pays qui sont disposés à le faire. Oui, restons dans une démocratie où voilà. Et donc, à un moment donné, il va se poser la question. Et la question se pose dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que vous êtes l'employeur de quelqu'un et vous voyez qu'il a une pathologie. Vous lui dites ou vous lui dites pas? Parce que si je dois mourir demain, personnellement, payez-moi une bonne bière, faisons un bon gueuleton, mais je préfère ne pas le savoir.
Donc il y a vraiment toutes des questions qui vont arriver comme ça, qu'on a toujours eu, hein. C'est des questions qui existent depuis toujours, hein. Une autre question qui est toujours intéressante, si on regarde pourquoi est-ce que l'IA s'est arrêtée dans les années 70, c'était le manque de données, et c'était une petite réflexion plutôt, et le manque de puissance de calcul. Or, aujourd'hui, vous avez dans votre téléphone ou autre de quoi envoyer de nouveau Neil Armstrong sur la Lune ou autre, hein. Ce qui est amusant à voir, c'est qu'en fait, Elon Musk a choisi d'envoyer ses voitures en disant « roulez, 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 roulez », et il a capturé l'info. Et Mercedes, BMW, pour prendre les grands opérateurs allemands, mais les Français ont sûrement ça aussi, ils sont un peu moins connus, mais je veux dire, n'ont pas ces données. Donc Elon Musk a 10 ans d'avance au niveau de ces données par rapport à ce que ces voitures ont capturé. Cette caméra qui capture en permanence et tout qui remonte quelque part et on peut recalculer tout, ce sera difficile à refaire. Donc c'est vraiment des choses où il faut se dire, tiens, est-ce que, et de nouveau, il n'y a pas de bon choix, hein, c'est un choix qu'on doit faire, c'est dans le cadre, est-ce qu'on va capturer pour peut-être avoir un avantage décisif par rapport aux concurrents? Parce que finalement, moi je suis une société commerciale, donc j'ai envie de dire, voilà, je crois que c'est des questions qu'il faut vraiment se poser, et puis après, la bonne décision, je vous la laisse. C'est un choix que Pour parfois... poursuivre ce que tu dis, Thomas, en fait, comme on arrive sur la fin du débat, les questions qui se posent sont des questions de valeurs, d'éthique, de quelle société on veut. Et ça, c'est à chaque société, en fait, de décider le modèle dont elle veut. Et j'oserais dire même que c'est indépendant des problématiques de sécurité et d'intelligence artificielle. Si vous prenez les Chinois qui mettent en place leur système de reconnaissance faciale, où là j'ai vu que l'Inde était en train de s'y mettre, en Angleterre vous avez des caméras vidéo partout dans Londres et un système de reconnaissance faciale dans une des plus vieilles démocraties du monde. Et ça ne choque personne. Et vous demandez aux Londoniens si on doit retirer les caméras vidéo, ils vont dire ah non, certainement pas, on veut nos caméras vidéo. Donc vous voyez, ce sont des choix de société, ce sont des choses qui sont dépendantes de chaque culture, de chaque mode de vie, de chaque mode de consommation. Et ce sera ma conclusion. Je crois aussi qu'on a un très très gros travail de formation, sensibilisation, éducation des utilisateurs, des victimes de systèmes d'intelligence artificielle. Tout à l'heure, j'avais cité comme mot-clé l'équilibre. Et là, le dernier mot-clé que je voudrais citer, c'est la cohérence. Je crois que chacun de nous doit avoir un comportement qui est cohérent. On ne peut pas se plaindre d'être victime d'un système d'intelligence artificielle si on passe notre vie à raconter tout ce qu'on fait sur Facebook. Il y a un moment, il faut qu'on soit... bah oui, je raconte tout ce que je fais, là où je vais en vacances, mes chiens, mes enfants, blablabla, blablabla. Évidemment, si Facebook, c'est gratuit, c'est que les données sont exploitées derrière. Il faut vraiment être naïf pour ignorer ça. Ou si les gens sont naïfs, bah, y a la presse, il y a les régulateurs, il y a les entreprises pour dire bah oui, on exploite vos données. C'est pas innocent tout ça. Je pense que le débat est un peu plus complexe que ça quand même. Il y a beaucoup de données qui sont collectées insidieusement aussi. Il n'y a pas que les... C'est plutôt la couche visible de l'iceberg quand même. En termes de conclusion, personnellement, je dirais... effectivement, enfin, les systèmes d'intelligence artificielle, on voit rapidement qu'on déborde complètement de la question de la sécurité et du développement informatique, parce qu'en réalité, ça fait appel à beaucoup de compétences diverses. Et pour la simple raison qu'en fait, ça permet d'automatiser à très grande échelle des décisions qu'on prend manuellement depuis toujours. Et c'est là que vraiment on voit l'étendue du débat, c'est-à-dire que on ne peut pas laisser ça uniquement à des développeurs informatiques ou à des parce que sans critique, hein, mais c'est qu'ils n'ont pas forcément les outils pour appréhender tous les questionnements que ça implique. Donc c'est pour ça que c'est un débat de société qui est beaucoup plus général. Et c'est véritablement la vraie révolution de l'intelligence artificielle sera quand lorsque beaucoup de professions de domaines diversifiés, variés, vont se mettre ensemble pour un peu plus orienter un peu mieux les buts et ce qu'on retire des systèmes de décision automatisés. Ouais. Il va falloir qu'on se revoie dans 10 ans. Alors. Voilà, rendez-vous dans 10 ans. Oui, donc on est déjà bien avancé dans le temps, donc déjà merci pour cette
discussion bien animée où je n'avais pas besoin d'animer la discussion, c'est très bien. Aussi pour les conclusions. Et maintenant, on veut passer le mot au public. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je voudrais avoir simplement votre avis. Je suis un peu en plein délire, mais les règles que Isaac Asimov avait imposées, c'est un futur proche? J'ai pas entendu la question. Entendu la question. Ouais. Je veux dire que les règles imposées que Isaac Asimov avait imposées... l'auteur oui, russe de c'est science-fiction. oui. Les 3 lois, vous voulez dire, les 3 lois de la Oui. robotique? Est-ce que c'est un futur proche? Les robots tueurs sont présents. Je me souviens plus. Et je pense qu'on est assez loin d'un système d'intelligence artificielle généralisé en réalité. Du moins, pour l'instant, ça n'est pas trop le débat. C'est des machines qui sont capables de réfléchir comme un humain en fait sur tous les sujets. Pour l'instant, on a des systèmes qui sont très très bons, absolument très perfectionnés, meilleurs que les humains sur des points très particuliers. Mais un système qui sait réagir dans toutes les circonstances, ça pour l'instant on ne sait pas faire. Je pense qu'on en est assez loin pour le moment. Non, il y a des décisions qui sont prises automatiquement. On est capable d'envoyer des drones qui sont tout à fait autonomes parce que comme... Oui, mais ils sont bons qu'à voler, c'est ça que je veux dire. Pardon ? Ils ne sont bons qu'à voler. Est-ce que vous permettez qu'on rappelle les règles On rappelle vite fait les règles d'Isaac Asimov. C'est un auteur russe de science-fiction. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Donc ça, c'est la première loi. Ce même pas des règles, ce sont des lois. Les lois de la robotique. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi. C'est là où les problèmes commencent. Et un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'est pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Vous avez 3 heures. D'une manière générale, la robotique, l'intelligence artificielle, les algorithmes sont toujours contextuels. Il y aura toujours, j'ose pas dire une part d'émotion, mais il y aura une part de valeur. Les choix qui vont être programmés dans ces algorithmes dépendent de beaucoup de paramètres qui, eux, sont purement humains. Est-ce qu'on le laisse mourir ou alors est-ce qu'on fait tout pour le laisser vivre ? Et ça, j'oserais même dire que d'une entreprise à l'autre, ils ne sont même pas d'accord sur le type de choix à faire. Par exemple, il y a des entreprises qui sont de féroces défenseuses de la vie privée et d'autres où là, votre vie privée a assez peu d'importance parce qu'il y a des enjeux bien plus importants derrière que votre simple vie privée, et ne serait-ce qu'en France. Donc vous voyez, quand ça se retrouve dans les algorithmes, ça fait des choix qui sont assez compliqués à programmer. Oui, autre question? Attendez le micro, s'il vous plaît. Je voudrais poser une question un peu provocatrice à tout le monde. Pour reprendre l'exemple d'Amazon, qui le système apprend et dit que les femmes sont arrêtées plus souvent que les hommes, et donc le système de lui-même dit qu'il ne faut pas embaucher de femmes. Et si je prends l'autre pendant pour les hommes, admettons, si le système, on le laisse apprendre, il peut aussi vous dire que les hommes sont plus susceptibles de commettre des actes de prédation sexuelle que les femmes. Un robot va trouver ça très très vite. Et il peut en arriver à la conclusion qu'il faut donc éviter d'embaucher des hommes. Prenons ces 2 cas pour ne pas avoir d'histoire et distinguer les 2. Admettons que vous soyez un citoyen. Si le système apprend ça, et donc ce sont des faits qui ne sont pas contestables. En tant que citoyen, vous allez décider, vous allez le laisser aller jusqu'au bout de son raisonnement en disant on n'embauche plus de femmes ou on n'embauche plus d'hommes, ou alors on limite les femmes ou on limite les hommes. Ça, c'est en tant que citoyen. Et maintenant, une fois que vous avez répondu à ça, si vous êtes actionnaire de la société, en tant qu'actionnaire, est-ce que vous allez avoir le même raisonnement? Je rappelle qu'un actionnaire, sa motivation principale, et c'est tout à fait respectable, c'est de gagner de l'argent. Si vous êtes actionnaire de la société, est-ce que vous allez aller jusqu'au bout de la recommandation de ces systèmes? Et est-ce que vous allez aller dans la même direction que ce que vous prendriez en tant que simple citoyen? Voilà, c'est juste une question que je soumets à tout le monde. Alors Laurent, je te propose de faire un raisonnement par l'absurde. Tu es actionnaire chez AXA et il y a déjà des actuaires qui prennent ce type de décision. Tu es homme, motard à Paris, tu sais que tu vas se payer beaucoup plus cher qu'une femme en scooter en province. Et l'actionnaire d'AXA, il compte beaucoup sur les actuaires pour faire ce genre de calcul.
Donc, en fait, la question, elle est passionnante. Je crois qu'elle est biaisée parce que si tu as des enjeux économiques, heureusement qu'il y a des gens qui sont capables de faire les calculs et prendre ce type de décision. Par contre, si tu as des motivations politiques, religieuses, sociales, là, c'est un débat de société. C'est où s'arrête la statistique, Ouais. où commence la discrimination, en fait. Et Mark Twain disait, il y a les mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques. Monsieur. Voilà, merci bien. Bonjour. J'avais vraiment une inquiétude et je me demandais si le niveau de sécurité dont on a parlé par rapport à l'IA n'est-il pas, je dirais, la conséquence d'une insuffisance de coordination de toutes ces personnes, comme l'a dit l'expert, qui sont derrière la machine pour pouvoir vraiment trouver quelque chose de juste lorsque la machine est utilisée. Je reprends ma question si vous voulez. L'inquiétude, c'est le niveau de sécurité par rapport aux machines utilisées. Voilà. Ouais. Vous voulez répondre ? Est-ce que ce n'est pas dû à une insuffisance de coordination de toutes ces personnes qui ont conçu la machine-là à un but bien donné et voilà que la machine donne d'autres résultats que ce à quoi l'on s'attendait? Security by design. Je crois que vous avez raison, en fait, si je peux me permettre. La manière dont on a géré la sécurité jusqu'à maintenant, pour nous, c'est une sorte d'œuf Kinder. Donc, ce qu'on va chercher à protéger, c'est l'actif qui est au milieu. Vous savez, la boule en plastique avec le jouet là, que construisent vos enfants. Et au-dessus, c'est une couche de chocolat. Vous savez ce qu'on fait du chocolat, hein. On le mange très vite, ça fond au soleil. Et pour l'heure, la manière dont on a géré la sécurité, c'est qu'on est face à des systèmes informatiques qui sont des systèmes complexes. Et c'est à la fin qu'on s'est dit, tiens, il y a peut-être des risques et de la sécurité. Je vais mettre une couche de complexité supplémentaire à un système déjà complexe. Merci. Alors, vous avez raison dans ce que vous dites. On n'en est pas encore à des nouvelles méthodes qu'on appelle Security Development Life Cycle ou Security in Depth. Donc, ça, ce sont des choses qui sont... On a un agiliste dans la salle, Laurent, qui lui est un passionné de toutes ces méthodes-là. Le but du jeu, c'est prévoir les couches de sécurité dès les phases de conception. Et on a encore du boulot. Clairement, on a encore du boulot. Ce qu'on a en intelligence artificielle, c'est qu'on assemble des tas de composants qui ont déjà chacun des tas de failles de sécurité. Et comme on crée des liens supplémentaires parmi les composants, on a des failles de sécurité en plus sur les liens. Donc oui. Mais avec le temps, nous aussi, on apprend, on fait des erreurs, comme le machine learning. Et les méthodes de développement évoluent à ce niveau-là. Il va falloir être patient encore. Merci bien. Moi, ce qui me perturbait dans ta question, c'était le terme coordination. Parce qu'en fait, pour moi, ce qu'il fallait mettre comme... Est-ce que ce n'est pas un problème de management? Oui. Oui, il y a ça qui Clairement, ressort surtout. dans le sens où, il y a un moment donné, il faut que, sur base de directions claires qui ont été données par... est-ce que c'est le conseil d'administration ou de dire, à un moment donné, il faut coordonner ce que les gens font. Oui, je reprends ton mot, mais il faut gérer ce que les gens vont faire. Et on doit rappeler régulièrement, les gars, l'objectif de la sécurité chez Médecins sans frontières, ce n'est pas du tout l'objectif de la sécurité chez AXA ou quoi que ce soit. Pourtant, c'est exactement le même métier. Mais on doit se rappeler de pourquoi est-ce qu'on fait. Quel est le but à atteindre? Le contexte. Je suis aujourd'hui dans une petite société de type coopérative et on me rappelle souvent que ce n'est pas l'objectif premier, la sécurité. Je dis OK, mais donc vous êtes prêt à payer aussi ceci. Mais donc cette notion de gestion et de prendre une décision et le fait que l'on dit on met un produit non sécurisé sur le marché avec tous les problèmes qu'il y a où on fait un algorithme qui ne fait pas ce qui est demandé mais c'est pas grave, le client achète, c'est une décision du management. C'est une décision sur qu'est-ce que doit faire la société sur le long terme. Est-ce qu'elle doit juste générer du cash ou est-ce qu'elle veut vraiment répondre aux problèmes du client ou. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Donc, il est déjà midi pile. Donc, encore merci aux panélistes d'avoir fait cette discussion. Merci au public d'être attentif et pour vos questions. Et maintenant, je vous souhaite bon appétit. On reprend à 13h20 et j'espère l'apéritif n'était pas trop lourd. Merci beaucoup. Merci beaucoup.